Place de la Madeleine à Paris, un vent de révolution souffle sur le petit monde du caviar. Caspia, Caviar House, Fauchon. D'un côté, il y a les classiques, défenseurs des œufs d'esturgeon venus de la mer Caspienne, mais en voie de disparition. De l'autre, les modernes, promoteurs d'un caviar d'élevage, produit en Gironde. Le caviar, c'est le luxe, des prix exorbitants et un nom. De l'autre côté de la Seine, Petrosian, une famille arménienne commerçante en caviar depuis 3 générations qui traite à elle seule un 5e du marché mondial. Alors, je voudrais qu'on goûte un beluga. Je voudrais qu'on goûte un beluga. Oh là là. Ah, il est magnifique. Il est superbe. Ça, c'est quoi, alors ? Un beluga, c'est l'uso uso, c'est le poisson le plus gros, le plus rare, le plus cher, le plus exceptionnel, puisqu'il y en a très très peu. Et c'est un poisson qui fait partie des poissons qui sont limités dans la Caspienne, justement. Beluga, ossiètre, sévrouga, il existe en tout 27 sortes différentes d'œufs d'esturgeon. Dans tous les cas, de minuscules grains noirs qui ont un don particulier, Là, faire parler. C'est un très bel ossiètre. Il vient d'où celui-là ? Celui-là, il vient d'Iran. C'est le favori des dames parce qu'il a le côté sensuel, extraordinaire de ces grains qui roulent dans la bouche. C'est un message d'amour d'offrir du caviar. Voilà. Un message d'amour et de respect. Ça, avec Oui, champagne. le caviar sauvage, il a un plus. Mais bon, ça c'est vrai que il a cette espèce de profondeur en bouche, ce parfum, cette longueur en bouche que n'a pas l'élevage, bien entendu. L'élevage, on a le goût qui est là tout de suite, puis après plus rien. Est-ce que là, celui-là, il remonte, il revient, il a ce parfum, ça revient dans le nez, c'est comme un grand vin, c'est incomparable. Vendu entre 1 500 et 5 000 euros le kilo, le caviar est l'aliment le plus cher au monde. Les boîtes sont préparées dans un lieu qu'Armen Petrosian tient secret, quelque part en banlieue parisienne. Quand un client a une commande importante comme ce matin, c'est le patron en personne qui enfile la blouse blanche pour lui sélectionner les meilleurs grains. J'adore ce chapeau. Pour faire son choix, il va carrément demander à ouvrir une dizaine de boîtes. Sortez un petit peu les boîtes, on va goûter les boîtes. Alors, vous voyez par exemple une boîte comme celle-ci. On a cette boîte à lumière ici. Donc on va apprécier en prenant un petit grain, voir comment est la texture du grain, comment il roule, comment il colle, parce qu'il y a un petit mucus qui colle le grain, voir comment ça. C'est très important quand on soulève le grain pour que les grains se détachent. Et on apprécie aussi donc l'odeur, le parfum. Si c'est une odeur, c'est pas bien. Si c'est un parfum, c'est bien. Donc ça doit être une odeur très agréable, franche, mais pas agressive. Et après, il y a le goût. Alors là, bon, bien sûr, il est très très bien. Je ne vais pas vous dire le contraire. Après une expertise minutieuse, notre maître S-Caviar va trancher. C'est le Cétrin impérial. C'est celui-là, en fait, qu'on va choisir pour ce client. Voilà, ça va être celui-là. Celui-là, parce qu'il a un très gros grain, ce qu'il aime. Et puis, il est très beau et il aime bien le caviar qui a un peu de couleur. Donc voilà. Et c'est un sauvage ou un âne ? C'est un sauvage. Vous allez lui faire à combien la petite boîte de 2 kilos là ? À environ 5 000 euros le kilo. Soit 10 000 euros pour un anniversaire. Vous la mettez spécialement. Une vingtaine de tonnes transitent chaque année dans cet entrepôt. La réserve est gardée comme une banque. Très bien, Le super. frigo ici, c'est un véritable coffre-fort. N'y entre pas qui veut. Là-bas, c'est l'endroit où personne ne va, où même moi, j'ai pas les clés, parce que par sécurité, j'ai pas les clés. Et en fait, les clés, c'est 2 personnes qui les ont, et il faut que tous les 2 soient là pour ouvrir. Ça sert à rien de vous kidnapper, quoi. Ça ne sert absolument à rien de me kidnapper, j'ai même pas les clés. J'ai même pas les clés de l'entrepôt. Le trésor sous haute protection, le voici. Les boîtes arrivent de l'autre bout du monde, dans ces caisses. Celles-là, ça vient d'Iran. Celles-là, ça vient d'Iran. Il y a des boîtes qui viennent de Bulgarie. Il y a des boîtes qui viennent du Kazakhstan. Donc voilà, tout ça, c'est du caviar, différents lots. Bon, là, il y a quoi 6-7 millions d'euros ? Peut-être même plus, oui. Mais faut pas compter quand on aime. Les réserves d'Armen Petrosian sont pleines et pourtant le monde du caviar est au bord du naufrage.
En 2006, un seul pays de la mer Caspienne a été autorisé à exporter du caviar. Ce pays, le voici, c'est l'Iran. Il fournit habituellement la moitié du marché mondial. Premier paradoxe, pour trouver du caviar à Téhéran, il faut bien chercher. Nous nous rendons au bazar de la ville, le grand marché où l'on trouve de tout. Est-ce que vous vendez du caviar? Oui, j'en ai. Elles sont comment les boîtes? Ce sont des boîtes de 250 et 150 grammes pour 150 000 tomans. Qui lui a fourni? Ça vient du nord de l'Iran? C'est un pêcheur directement? Oui, c'est un pêcheur. Je vais te montrer, viens avec moi. L'homme nous emmène dans son arrière-boutique pour nous convaincre qu'il a du caviar et qu'il est bon. Comment ça se fait que ton caviar est aussi bon marché? C'est de la contrebande, c'est pour ça que c'est pas cher. Est-ce qu'on peut goûter? Combien ça fait un toman? میگه 150 گفتین دیگه 150 000 تومان. C'est de la contrebande, mais apparemment ça ne pose aucun problème. 44 46 48 50 درسته؟ Et lui, il voit beaucoup d'Européens comme nous qui font ça. Vous avez beaucoup de Français qui viennent? Beaucoup de gens en ont ramené en France. Surtout les Iraniens qui habitent en France. Ils en ramènent beaucoup. À 130 € les 250 grammes, c'est 5 fois moins cher qu'en France, pour un produit apparemment de très bonne qualité. Les clients ici sont surtout étrangers. Si les Iraniens ne mangent pas de caviar, c'est aussi que les œufs d'esturgeon ont eu pendant des années un problème avec la religion. Direction Rome, la ville sainte du pays, à 1h30 de route au sud-ouest de Téhéran, l'un des hauts lieux du chiisme en Iran. Jusqu'à très récemment, la consommation de caviar était interdite aux musulmans. L'esturgeon, le poisson qui donne les œufs, ne serait pas halal. Il y aurait débat. Pour en avoir le cœur net, nous avons pris rendez-vous avec un des plus hauts dignitaires de l'islam, un homme qui aurait écrit 132 ouvrages religieux. On nous attend dans une des grandes écoles coraniques de la ville, une madrasa. Il faut laisser passer l'heure de la prière. Nous sommes finalement reçus par l'ayatollah Makarem Shirazi, 82 ans. Et effectivement, cette sommité de l'islam connaît le sujet sur le bout des doigts. Au nom de Dieu miséricordieux, selon l'islam, pour être halal, les poissons doivent avoir des écailles. Pendant très longtemps, on a dit que l'esturgeon n'avait pas d'écailles. Et par conséquent, sa viande et le caviar n'étaient pas halal. Plus tard, des experts ont mené des recherches et ont dit qu'ils avaient trouvé des écailles. Et finalement, l'esturgeon a été considéré comme halal. Pour ce genre de sujet, nous faisons toujours appel à des experts. C'est l'imam Khomeini lui-même qui a demandé cette expertise aux scientifiques. Pour rendre public cet arbitrage délicat, l'imam Khomeini a même fait éditer une nouvelle loi religieuse, une fatwa, en 1983. Une fois estampillé pur aux yeux de la religion, le caviar a pu ainsi redevenir une denrée d'exportation légitime et une source de devises pour le pays. Un petit tour de passe-passe théologique, mais surtout une histoire de business dont au pays des mollahs, personne n'est dupe. Pour le vérifier, nous sommes allés dans une boutique de luxe de Téhéran, une des rares qui vend officiellement les précieuses boîtes. Entre les surgelés, les yaourts et les produits d'entretien, le vendeur nous emmène à son rayon produits frais. Son point de vue sur cette fameuse fatwa est sans ambiguïté. Ici, on vend 4 types de caviar différents. La vérité, c'est que ce poisson est impur. Mais après, quand ils ont vu qu'il y avait du profit à faire et que l'Iran pouvait gagner de l'argent avec le caviar, ils se sont dit qu'il fallait trouver des écailles pour résoudre le problème. Et c'est comme ça qu'il est devenu halal. De toute façon, la question, ce n'est pas de savoir si c'est halal ou pas. C'est vrai que le caviar, ça n'a pas une bonne image. Mais après tout, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont que des œufs de poisson. Des œufs de poisson peut-être, mais qui rapportaient dans les années 80 environ 40 millions de dollars par an au budget du pays. Même si les revenus du caviar sont bien loin de représenter les milliards du pétrole, son commerce est pris très au sérieux par la société d'État qui en a le monopole en Iran.
Nous sommes avec Nasser Oktay, le responsable de l'exportation, un fonctionnaire. C'est ici ? Oui. Nous nous rendons aux entrepôts de l'État, là où est conservé tout le stock du pays, un endroit auquel peu de gens ont accès. C'est ici que les importateurs mondiaux viennent faire leurs courses. C'est dans ces bâtiments qu'on teste, reconditionne et étiquette les boîtes qui iront inonder les boutiques chics de Paris, de Londres ou de New York. Sauf que les réserves du pays aujourd'hui sont à sec. C'est le trésor du caviar, vide. Il y a encore 5 ans, ces frigos étaient une caverne d'Ali Baba. Mais aujourd'hui, nous découvrons des rayons vides. Ici, on a stocké jusqu'à 200 tonnes de d'esturgeon dans ces petites boîtes bleues. Combien de kilos il y a là ? Environ 1000 kilos. Mais c'est vide. Dans le passé, ici, vous auriez vu plein de caviar. Parfois, nous demandions aux provinces de ne plus envoyer de caviar, car nous n'avions pas assez de place. L'année prochaine, on peut doubler les prix si on veut, mais la réalité, c'est qu'il y a de moins en moins de caviar. C'est ça, en fait, la triste réalité de cette histoire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'esturgeon est une espèce en voie de disparition. Dans le hangar des exportations, la pénurie saute aux yeux. Nous retrouvons les mêmes caisses qu'à Paris chez Petrosian, à peine 200 kilos en partance pour l'étranger ce jour-là. Ça part en Allemagne. Tant que nous avons des programmes de préservation et de repeuplement, nous aurons du caviar. Mais pour le beluga et le sevruga, qui vivent un peu partout dans la mer Caspienne, il faut des programmes spéciaux pour les préserver. Nous avons travaillé dur au cours des 15 dernières années pour préserver l'image, mais aussi la réputation du caviar iranien. Ces étagères sont désespérément vides et ce n'est pas prêt de s'arranger. L'esturgeon et ses œufs sont devenus l'objet d'un bras de fer entre l'ONU et les pays producteurs. Octobre dernier à Genève, un organisme dépendant de l'ONU, la CITES, impose chaque année des quotas d'exportation de caviar pour endiguer l'extinction de l'espèce. Et ça ne fait l'affaire ni des pays producteurs, ni des grands marchands internationaux. Armen Petrosian est en première ligne pour obtenir de nouveaux quotas, les plus généreux possibles. Vous avez des arguments bien sûr. à fournir là ? Plein valise, des arguments. Ok. Pendant une semaine, dans ce palais des congrès, on va palabrer autour des œufs d'esturgeon. Dans la salle, des représentants de tous les pays riverains de la Caspienne. À la tribune, les membres de la CITES. Au milieu d'eux, Armen Petrosian représente le syndicat mondial des importateurs de caviar. Tout se joue en coulisses. Armen Petrosian complote avec les Iraniens, les Russes, les Kazakhs pour convaincre que ces pays peuvent exporter du caviar sans faire disparaître les fameux esturgeons. Donc c'est sur le comptage des esturgeons qu'il y a un souci. En fait, le problème, c'est comment on estime le total des esturgeons à la Caspienne et comment, de cette estimation totale des esturgeons, on arrive en finale au quota. Donc ce texte explique ça au secrétariat de la CITES. Voilà, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Je sais que tout le monde soit d'accord, de manière à ce qu'il n'y ait pas qu'on ne parle que d'une seule voix. Face aux arguments écologiques de la CITES, Petrosian et ses amis de la Caspienne brandissent un argument qui fait peur, le danger du marché noir. On ne donne plus, si vous voulez, à eux de moyens pour pouvoir réempoisonner, pour pouvoir faire les efforts. Et on laisse le champ libre au marché noir. Et ça, c'est une bêtise, si vous voulez. Mais après 5 jours de négociations, la messe semble dite. Quota ou pas quota alors ? Bon, je crois que malheureusement, c'est pas en 2006 qu'on va voir des quotas de caviar publiés par la secrétaire CITES. Finalement, le verdict est clair. À part l'Iran qui protège ses poissons, les pays de la Caspienne n'auront pas le droit d'exporter le moindre grain.
au risque de voir exploser le marché noir. Nous nous rendons au Kazakhstan, sur les bords de la Caspienne. Il y a 10 ans, cette ancienne république soviétique produisait près d'une trentaine de tonnes chaque année. Au fil du temps, le braconnage et la surexploitation ont décimé la population d'esturgeons. S'il y a un poisson, on aura de la chance. D'année en année, c'est de pire en pire. Vous avez pêché du beluga cette année? Oui, une seule femelle. Il y a du sévrouga, de l'ossiètre? Oui, il y a encore du sévrouga et de l'ossiètre. Et là, on va en voir? Là, je ne sais pas. Si on a de la chance, on en attrapera un. Dans le filet, effectivement, il y a surtout des cendres, des poissons aussi banals que sans valeur. Au milieu, finalement, 2 esturgeons de l'espèce des ossiètres. Ce jour-là, ils ne sont pas pêchés pour leur caviar, mais pour servir de reproducteurs dans un programme de repeuplement. Des photographes sont là. Officiellement, le pays veut montrer qu'il investit dans la conservation de l'esturgeon. Le lendemain, les pêcheurs locaux participent à une première mondiale. Une série de marquages de beluga, le plus menacé des esturgeons. L'opération est menée avec une organisation écologiste américaine. Ce beluga remuant va servir de premier cobaye. Je viens juste d'équiper ce beluga avec une balise satellite. On lui accroche sur le dos de manière à ce qu'elle ne s'en aille pas. On veut qu'elle reste au moins 1 an sur le poisson. Ensuite, on va récolter des informations minute par minute sur sa progression dans la mer Caspienne. Nous pensons que c'est vraiment un très bon moyen de préserver l'espèce. L'esturgeon, ce n'est pas un poisson comme les autres. C'est un animal mythique qui a survécu depuis la préhistoire dans les eaux de la Caspienne. Il serait vieux de 250 millions d'années. Le beluga, c'est le plus gros spécimen. Il peut atteindre jusqu'à 6 mètres et peser plusieurs centaines de kilos. Une femelle peut produire jusqu'à 8 à 10 kilos de caviar. Une fois équipé de sa balise satellite, le mastodonte va être relâché et redécouvrir la liberté, suivie à la trace par les scientifiques. L'opération doit avoir lieu en haute mer pour donner les meilleures chances de survie aux poissons. Selon les estimations des Américains, la population de beluga aurait diminué de 90% en 20 ans. Peut-être que les choses s'améliorent et c'est pour ça qu'on doit continuer à faire ce qu'on fait. L'américaine est optimiste, la réalité est plus inquiétante. Les traces du braconnage sont partout. Près des roseaux, ces bouteilles qui flottent à la surface, ce sont des bouées posées par les braconniers pour repérer leurs filets, et il y en a tout le long de la côte. Ici, pêcher et vendre un bel esturgeon peut rapporter gros. Retour sur terre, à Atirao, la ville côtière. Dans cette région du monde, la pêche de l'esturgeon et le caviar représentent jusqu'à 70% des revenus des habitants. Le salaire moyen tourne autour de 250 € par mois. La corruption gangrène tous les secteurs de la société et les services de police ne font pas exception. Même le directeur de la police des mers reconnaît qu'il est loin d'avoir éradiqué le braconnage. On ne peut pas dire qu'on a arrêté complètement le braconnage. Il y en avait, il y en aura toujours. Je ne peux pas dire qu'on maîtrise complètement la situation. Les grosses affaires, on les contrôle, mais il peut toujours y avoir 1 kilo qui nous échappe et qui part aux États-Unis, en Russie. Il y a des gens qui disent que les braconniers payent les gardes-pêche, ou des gens de chez vous. Oui, il y a effectivement ce genre de rumeur. On dit qu'on paie la protection des eaux. Récemment, on a eu un cas où on a arrêté une personne de la protection des eaux qui aurait été impliquée dans une affaire. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mains propres. La surprise, c'est qu'il y a partout des panneaux publicitaires vantant le caviar. Mais les magasins qui en vendent avec une autorisation officielle sont quasiment vides. Bonjour mademoiselle, est-ce que vous avez du caviar? Est-ce que d'habitude vous en avez? Oui, mais là non. Et pourquoi là il n'y en a pas? En ce moment, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. De toute manière, il n'y a pas de caviar. Même à Lucie, il n'y a pas de caviar. Et il y en aura quand? À la fin du mois, peut-être.
Et pourtant, il suffit de changer de quartier et de se rendre au marché de la ville en caméra cachée pour découvrir que l'on peut très facilement se procurer la précieuse marchandise sous le manteau. Ici, le mot-clé, c'est ikra, caviar. La femme nous indique un marché un peu plus loin, à l'abri des regards, derrière ces grilles. On y trouve des vêtements, des légumes. Quelques questions à droite, à gauche, et nous finissons par pousser la porte de cette boutique. On y vend des poissons fumés, mais pas seulement. Nous demandons du caviar, et la réponse ne se fait pas attendre. La vendeuse sort une première boîte. Ça, c'est du gros grain. Qui veut goûter? Caviar des tsars, caviar de première classe. Il est bon, celui-là. Vous avez du beluga ou de l'ossiètre? Du beluga et même de l'ossiètre. Et ça, c'est de l'ossiètre? Ça, c'est du beluga. Montre-moi l'ossiètre. Va chercher de l'ossiètre. Vous voulez tout voir? Pour elle, vendre du caviar à des étrangers, c'est interdit, mais ça ne lui pose pas le moindre problème. Le frigo est, semble-t-il, achalandé, mais la marchandise restera cachée. Conseille-lui de prendre celui-là, il est bon. Je voudrais en rapporter en France. En avion, c'est ça? Oui, mercredi, via Amsterdam. Bah justement, il y a ma fille qui travaille sur ce vol pour Amsterdam comme interprète. Je lui dirai, elle l'accompagnera dans l'avion. Et quand j'arrive en France, Amsterdam. Une fois que tu es passé ici, là-bas, il n'y aura plus de problème. Quel problème il pourrait y avoir puisque vous l'avez acheté ici? Ce n'est pas criminel. On peut prendre 1 kilo? Si tu veux, tu peux même prendre 5 kilos, il n'y a pas de problème. Attends, je vais appeler. La technique est rodée, la vendeuse appelle sa fille devant nous. Un vol pour Amsterdam. Une fille française va me prendre du caviar. Ça pose pas de problème, hein? Un reçu. Ah non, nous ne donnons pas de reçu. Nous vendons illégalement, ce n'est pas autorisé. Allez, je suis fatiguée. Tu me le prends ou pas? On peut pas rester longtemps ici, sinon on va finir par vous arrêter. L'affaire est conclue pour 25 000 tenge, soit 150 € les 500 grammes. Il ne nous reste plus qu'à vérifier que nous pourrons passer la douane avec notre marchandise. La veille du départ, nous appelons notre passeuse, la fille de la vendeuse. Hello. I have bought some caviar at the market. Tomorrow I have a flight at 7 o'clock. You know somebody? I'm help you. Do I have to pay for that? How much? Maybe 5,000. Tenge. I give the money to you or to the custom? Okay. I will do to customs. Okay. You do to customs. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Il ne reste plus qu'à faire nos bagages. Pour faire le test, nous décidons de passer les 500 grammes de caviar achetés au marché noir et d'emporter avec nous une boîte vide de 2 kilos. Une boîte témoin, détectable au rayon X. Le lendemain matin, nous avons rendez-vous à l'aéroport avec notre passeuse, la même jeune femme que nous avons joint au téléphone la veille. Yes, hello. I am in the airport with the orange. I think I see you. C'est la dame qui est là-bas. Nous filmons toute la scène en caméra cachée. Elle ne tarde pas à nous rejoindre. C'est elle, en bleu, qui va arranger notre passage. Petite discussion d'abord avec une employée de la douane avec qui elle va parlementer quelques minutes. À l'issue du conciliabule, nous sommes directement pris en charge. Your name? Ne reste plus qu'à payer le bakchich prévu. Nous nous éloignons pour effectuer la transaction. Nous déboursons 5 000 tenge, soit 30 €, l'équivalent d'une semaine de salaire au Kazakhstan.
Dernière étape, il faut franchir la douane. Notre passeuse va payer le douanier et nous passons devant tout le monde, sans encombre. L'affaire ne nous a pris que quelques minutes. Les autres passagers ont passé 1 heure en formalité avant de nous retrouver sur le tarmac. Dans l'avion, nous déballons notre butin. Nous avons passé dans nos valises l'équivalent de 2,5 kg de caviar, en toute illégalité. À Paris, il en coûterait près de 10 000 € pour la même quantité. Après 5 heures de vol, nous atterrissons à Amsterdam. Comme tous les fraudeurs, nous choisissons la file, rien à déclarer. Personne ne pose la moindre question, ni vu ni connu. Apparemment, le trafic de caviar est un jeu d'enfant. Les passagers sont instamment priés de conserver leurs bagages avec eux. Merci de votre coopération. À Amsterdam, nous sommes passés entre les mailles du filet, mais ce n'est pas toujours aussi simple. À l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris, les services de la douane ont mis en place des opérations spéciales caviar. Nous assistons à une série de fouilles systématiques sur tous les vols en provenance d'Europe de l'Est. L'homme à la cravate bleue, c'est Emmanuel Bizeret, inspecteur des douanes. Bon, ce sont des saisies avant tout sur des voyageurs, donc des quantités variables qui peuvent monter de 300 grammes jusqu'à plusieurs kilos. Mais bon, on n'a pas affaire à du trafic de très très forte ampleur, c'est-à-dire on ne trouve pas 50 ou 70 kilos de caviar d'un coup. Après 2 heures de fouilles, rien à signaler jusqu'à ce vol en provenance de Moscou. Emmanuel Bizeret est alerté sur le contenu d'un bagage. Ouais. 4 boîtes, je crois. 4 boîtes, là-bas? D'accord. 30 secondes, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Il y en a 2 pour moi et 2 pour un... Ouais, mais vous êtes... Ouais, je sais, mais vous êtes au-dessus... Ouais. Je suis navré, monsieur. Le caviar est autorisé, il y a une tolérance pour 250 grammes. Ouais, je sais bien. Là, vous avez à peu près 450 grammes. C'est 113 la boîte. Donc vous êtes au-dessus de la tolérance. La tolérance est 250 grammes. Au-dessus de 250 grammes, l'intégralité est saisie. Voilà, vous avez en plus une amende et destruction du caviar. Maman, en plus. Et ouais. Comme vous m'avez dit, c'est quelque chose qui est connu, c'est une convention mondiale. Je peux pas garder 250 et payer une amende pour ce qu'il y a dessus. Je suis désolé, ça marche pas comme ça. Oh merde. Notre voyageur est emmené au poste, c'est la procédure de rigueur, et il n'est pas au bout de ses surprises. Je peux appeler à la boîte, juste annuler mon rendez-vous? Oui. J'étais passé quand même... Le caviar va être détruit devant monsieur. Mettez-le avant quand même, il est bon. Oui, monsieur. Ça marche pas comme ça. Je peux même pas vous le laisser goûter non plus. C'est quand même une super occasion là de goûter quand même, ce serait dommage. Oh là 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 là. Tout commence par un bon coup de tournevis. Puisqu'en fait, pour la rendre totalement impropre à la consommation, on rajoute des produits chimiques qui font que le caviar devient totalement impropre et non comestible. En moyenne, 300 kilos de caviar sont saisis par les douanes chaque année et subissent le même triste sort. Avis aux amateurs, la loi est stricte et le douanier méticuleux. Vous n'y allez pas par 4 chemins, hein? Non, mais comme ça, on rend ça totalement impropre à la consommation. Voilà, monsieur a pu voir que l'on saisissait le caviar, qu'on le détruisait. Il va y avoir un procès-verbal qui va être rédigé. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est pour faire plaisir aux autres et c'est moi qui prends. Donc ça je supporte pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Parce que c'est pas des quantités à vendre, c'est des quantités à faire plaisir. C'est ça qui m'énerve. Mais bon, c'est leur boulot. Voilà. Le voyageur est quitte pour repartir sans son caviar, mais avec une amende de 170 €. Les temps sont durs pour les accros du caviar. Pour continuer à fournir leurs clients, plusieurs grandes marques ont eu l'idée de se tourner vers la pisciculture d'esturgeons.
Nous sommes en Gironde, chez Laurent Sabot, qui travaille pour le compte d'une grande maison. Il est à la tête d'un des 3 plus gros élevages français. C'est l'heure de la pêche? Ouais, ça démarre là, c'est l'heure de la pêche. Mais on sait qu'elle sera bonne. Il n'y en a pas trop d'imprévus là. Voilà, donc là la pêche commence à pas être trop mauvaise. Ça a mordu dans le filet. Dans ces bassins, 120 000 esturgeons, des alevins et des adultes. C'est une grosse industrie. La production de Laurent Sabot avoisine les 5 tonnes, 30% de la récolte française. Il faut plusieurs années avant d'obtenir des œufs à maturation. Chaque poisson vaut de l'or, alors on ne les tue pas pour rien. Pour être sûr qu'il contient du caviar, chaque animal passe une échographie. Dans la majorité, il n'y a pas de divers. Ça fait voir. Voilà, ça c'est une femelle, on voit très bien la gonade, mais en développement, elle ne sera pas prête avant 2 ans. Et on voit très bien les ronds autour, en plus bas, en dessous, qui sont les œufs. Voilà. Alors le gros intérêt aussi de cette chose-là, de cette échographie, c'est que ça nous permet de déterminer la production que nous aurons l'année prochaine. Ce qui est très important au niveau commercial. Et là, on est sur une très belle génération. Les poissons sont très très beaux. Encore un superbe. Un beau bébé. L'homme est un tendre, mais c'est quand même un business. Ça ne nous fait pas rien, voilà, pour être clair. Mais c'est le travail quand on est obligé de les sacrifier pour faire du caviar, c'est clair. Mais ça fait partie de l'aboutissement du travail. Et nous, on a fait notre travail. La femelle, il faut qu'elle fasse le sien maintenant, qu'elle nous fasse du bon caviar. Voilà. Dans cette exploitation, on contrôle toute la chaîne de la production. Du prélèvement des œufs jusqu'à la fabrication du caviar. Donc là, quel âge il a cet esturgeon? Alors cet esturgeon, il est de l'année 98. Donc ça lui fait 8 ans. C'est l'âge moyen, c'est ça? C'est l'âge moyen de récolte. Dans chaque bassine, les œufs d'une seule femelle. On va ensuite les regrouper pour obtenir des lots homogènes. Donc là, on va partir sur du plus clair, là, beaucoup plus clair. Donc c'est à vous seul d'apprécier tout ça, en fait. Voilà. Le seul juge... Voilà, c'est le poste ici de direction d'aiguillage, voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais décider combien je mets de femelles par lot, quelle va être la fabrication, quel va être le type de caviar qu'on va sortir du laboratoire. C'est la seule différence avec le travail du caviar sauvage. Ah, c'est les mêmes techniques de fabrication, exactement les mêmes. Simplement, bon là, en général, les poissons sont de plus grosse taille, donc ils ne sont pas obligés de faire des assemblages. C'est-à-dire qu'un poisson, en général, va donner des boîtes distinctes. Ensuite, la procédure est identique. Le caviar doit être rincé, tamisé jusqu'au salage, étape décisive qui va donner son goût au caviar. Le tour de main, c'est la recette du sel et elle est jalousement gardée. Ça, c'est le secret de fabrication. Donc on ne saura pas ce que ce sel est particulier? Non. C'est un sel particulier? Voilà. Reste ensuite à conditionner les œufs dans les boîtes d'1 ou de 2 kg. Destination finale, les magasins parisiens. Retour place de la Madeleine. Le champion de ce caviar d'élevage, c'est le patron de la maison Caviar House Prunier, Peter Rebez. Face à la pénurie d'esturgeons, il a tout misé sur le caviar d'élevage, qui représente 90% de son chiffre d'affaires. Vous allez bien? Bonjour Jean-Pierre. La pièce maîtresse de sa boutique, c'est la Caviartech, la chambre de maturation du caviar. Alors ça, c'est le temple du caviar, ça. Tout est pensé pour mettre en valeur ce que certains appellent l'autre caviar et faire oublier le caviar sauvage. Il faut dire qu'à l'œil nu, il n'y a aucune différence. Ouais. Le caviar, il a été produit lundi matin. Il y a exactement 2 jours, 48 heures. Alors ça, voilà. Ça pour moi, c'est la perfectionnisme. C'est l'excellence absolue. Même grain que les œufs de la mer Caspienne, même couleur, et à 3 000 € le kilo, à peine moins cher qu'un caviar comparable de la mer Caspienne. Vous la faites à combien en boutique? Ça coûte combien, celle-là? Une boîte comme celle-ci, je ne sais pas quel est le prix de celle-ci. Ça, c'est un caviar relativement rare, parce que c'est du Saint James. Donc c'est un caviar qui va valoir, une boîte comme ça, 1500 €. 1500 €. L'objectif, c'est d'être qualitatif. Donc c'est comme si un chef de cuisine, 3 étoiles Michelin, vous dites, est-ce que demain vous serez au prix d'un McDonald's? C'est mathématiquement impossible. Ce produit-là ne sera jamais un produit démocratique. Sauvage ou d'élevage, le caviar reste hors de prix.
Et si c'était ça, qui en faisait la saveur? Dans ce restaurant chic de la capitale, une poignée de happy few se retrouve régulièrement au sein d'un club des goûteurs de caviar. Ce soir en compétition, on compare 2 sortes de caviar d'élevage. On commence par celui de gauche. Ah, la pastille bleue, elle est à gauche. La pastille bleue est à gauche. Il y a là une actrice, mais surtout des journalistes et des professionnels du luxe. On est encore sur de l'agression noble. J'ai plutôt tendance à avoir de plus de goût dans ma bouche avec la filée. Et c'est mieux écrasé au palais, je l'ai laissé un petit peu rouler, c'est mieux écrasé au palais. Un peu comme le vin. Plus il vieillit, mieux il est moins gras que le fromage. Il y a les connaisseurs et les débutants qui apprennent à manger sur le dos de la main, ce qu'on appelle la dégustation à la royale. Pour moi, le fait de mettre le caviar sur une petite partie de sa main et de le prendre, ça rajoute de la sensualité, du bonheur et de l'exception. Je crois qu'on peut le dire. La soirée est plus sérieuse qu'il n'y paraît. Il y a même un chef de table qui note les impressions des goûteurs. Donc l'aspect brillant ou mat? Noir, compact et mat. Compact ou mat, oui. C'est comme à l'école, là, ici. Voilà, tout à fait. Et la taille... très studieux. Oui, il faut être méthodique. Alors, au nez. Donc, comment vous l'avez perçu au niveau olfactif? Le premier, alors. Le premier, c'était l'odeur d'un corps breton, le guilvinette. Corps breton. Moi, j'aurais dit, oui, le côté marin iodé. Côté marin, côté iodé, côté pêche. Retour de pêche, voilà. Retour de pêche, Pour couronner le tout, rien de tel qu'un bon cigare et un peu de philosophie au passage. Je vais t'aider. Le seul regret, le seul reproche que je puisse faire, c'est que ce n'était que des cuillères. J'eusse préféré tellement que ce soit des louches. C'était que de l'élevage. Vous savez, il faut être lucide. Je ne me situe pas du tout comme un ver protecteur de la nature, mais comme un pourceau d'Épicure amateur de caviar. Si on veut continuer de manger du caviar, protégeons l'espèce et encourageons l'élevage du caviar pour sauvegarder le peu de sauvage qui nous restera. Et peut-être qu'un jour, on reviendra à manger du vrai caviar. Vous voulez le mot de la fin? Oui, tout à fait. C'était un enchantement, absolument un enchantement. C'est un endroit merveilleux, dans un hôtel particulier absolument sublissime. J'ai passé une soirée inoubliable. Merci. Et ce caviar, alors? Une sensualité, un bonheur inégalable. Merci. Merci bien. Même d'élevage, le caviar reste un produit rare pour lequel les amateurs sont toujours prêts à payer le prix fort. L'esturgeon a échappé au sort réservé à son lointain cousin, le saumon, autrefois produit de luxe, devenu banal et bon marché.